Le séminaire sera donc enregistré, vous l'avez bien entendu, et ensuite diffusé par le canal YouTube de l'IRES. À la rentrée, nous avons ouvert un cycle qui s'interroge sur les pratiques et concepts syndicaux en lien avec la transition écologique et sociale. Il est indéniable que depuis l'accord de Paris sur le climat, les enjeux environnementaux prennent une place plus importante que l'agenda syndical, mais comparé à d'autres acteurs sociaux, les voix qu'on entend semblent surtout rester dans un registre défensif. L'une des urgences principales est alors de trouver des moyens intellectuels, politiques et pratiques pour sortir de l'opposition entre protection d'emploi et transition écologique. Pour nous aider à avancer en ce sens, nous avons programmé 3 séminaires. Lors de la première séance, ici, au mois de décembre, nous avons pu discuter avec Adrien Thomas du lobbying syndical en matière de quotas d'émissions dans la sidérurgie à l'échelle européenne. Le texte d'Adrien a pointé la dépendance des positions syndicales des négociations avec les employeurs et plus généralement un manque d'expertise syndicale autonome en matière de politique de climat. Au mois de février, nous avons accueilli Nora Rätzel, qui nous avait apporté un texte portant sur une enquête qu'elle avait menée en Inde. Et ce texte nous a ouvert des perspectives sur les différentes manières dont les syndicalistes peuvent penser le rapport entre travail et nature. Mais un texte qui pose aussi des questions plus fondamentales d'écologie politique dans une perspective d'émancipation. Pour clore ce petit cycle, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir parmi nous Steffen Lindorf. Steffen nous parlera de leçons à rythmique du New Deal du président Roosevelt pour entamer la transition écologique et sociale. Donc sa présentation sera tirée d'un livre qu'il a publié en 2020 en allemand et en anglais, intitulé New Deal Means Being Prepared for Common, et qui est téléchargeable gratuitement. On pourra éventuellement mettre la référence dans le chat. Un mot sur Steffen. Steffen est économiste de formation et a fait l'essentiel de sa carrière scientifique à l'Institut du Travail et des Qualifications, IAQ, à Duisbourg, où il a dirigé le département de l'organisation et du temps de travail. Désormais à la retraite, Steffen continue à publier sur des sujets aussi variés que le temps de travail, le syndicalisme et les systèmes d'emploi, souvent dans une perspective de comparaison internationale. Et pour discuter de son texte, aujourd'hui, nous accueillons 2 invités. Le premier devant moi est Thomas Coutreau. Thomas est statisticien, économiste et militant associatif. Avant de devenir chercheur associé à l'IRES, il a dirigé de 2003 à 2022 le département conditions de travail et de santé à la DARES, du ministère du Travail. Ses recherches portent sur les liens entre travail, santé et démocratie. Il co-anime aussi les ateliers travail et démocratie. Notre deuxième invitée est Béatrice Klick. Béatrice est adhérente de Force ouvrière depuis 1998, où elle s'est rapidement impliquée dans divers mandats locaux puis nationaux, notamment en tant que déléguée syndicale centrale adjointe chez Orange. En 2018, elle est élue secrétaire confédérale à AFO, en charge, entre autres, l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations, la transition numérique et, ce qui nous intéresse, l'environnement et le développement durable. Depuis mai 2021, Béatrice représente son organisation comme présidente du Conseil économique, social et environnemental, où elle siège au sein de la commission environnement et de la délégation droits des femmes et égalité. Elle a d'ailleurs aussi fait partie, si j'ai bien compris, de la négociation de l'accord national interprofessionnel du 11 avril 2023 sur la transition écologique et le dialogue social. Donc, quelques mots sur l'organisation de la séance. Nous commençons donc avec la présentation de Steffen Lindorf de son texte, dont vous avez reçu le compte rendu au moment de votre inscription. Cette intervention va durer entre 25 et 30 minutes. Ensuite, nous donnons la parole à Thomas Coutreau et à Béatrice Klick pour la discussion. Pour cette discussion, nous avons prévu entre 15 et 20 minutes. Ensuite, nous donnerons la parole à Steffen pour répondre. Et ensuite, nous allons ouvrir la discussion à la salle. Nous comptons donc finir vers midi.
Et donc, il ne me reste que de nous souhaiter à tous et à toutes une bonne séance et je donne la parole à Steffen Lindorf pour commencer sa présentation. Merci beaucoup pour cette invitation. Et je pense que c'est une occasion très bonne parce que cette année, c'est la 90e anniversaire du début du New Deal aux États-Unis. Et comme vous le savez, je ne suis pas un historien. Alors, je profite du privilège des retraités et des choses qui m'intéressent. Et je me suis posé une question très simple comme point de départ. Tout le monde parle du Green New Deal. Green New Deal. Et je me suis posé la question, est-ce que cette référence au New Deal aux États-Unis pourrait être un peu plus qu'un slogan? Parce que Green New Deal, c'est un slogan. Est-ce que ça pourrait être un peu mieux, un peu plus que ça? Est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui quelque chose du New Deal pour cette transition écologique et sociale? En franglais, Green and Just Transition. En allemand, on dit transformation socio-écologique. Alors, c'est toujours comme d'habitude, plus compliqué en allemand. Alors, cette transition écologique et sociale. Il est clair que les défis aujourd'hui sont tout à fait différents à ceux il y a 90 ans. Mais ce qu'il faut voir, c'est à ce temps-là, on a dû essayer des stratégies de réforme économique et sociale après la Grande Dépression qui n'avaient jamais été essayées auparavant. Alors, il devait expérimenter sur des terres inconnues. Et tout ça dans un environnement politique extrêmement dangereux. Le danger peut être démontré facilement par le contraste de l'Allemagne, dans la même année, en 1933. Et ce qu'on peut voir, c'est que contrairement à l'Allemagne, en 1933 et pendant les années suivantes, le New Deal aux États-Unis a ouvert une voie démocrate pour sortir de cette grande dépression. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans une période de 5 ans? Ils ont lancé une série de projets innovateurs. Ils ont commencé avec la réglementation du secteur bancaire et de la Wall Street. Ils ont lancé de vastes programmes d'emploi et d'énormes projets d'infrastructure. Ils ont allé premier pas vers la régulation du marché du travail, quelques ans plus tard, et enfin vers la fondation d'un État social pour la première fois aux États-Unis. Et tout cela était évidemment extrêmement controversé et se passait dans un public polarisé, extrêmement polarisé, comme aujourd'hui. On peut le comparer vraiment. Et je pense que ce qu'on peut apprendre aujourd'hui, c'est surtout comment ce New Deal a été mis en pratique. Alors, on peut, à mon avis, apprendre beaucoup sur l'approche politique des New Dealers à ce temps-là. Et pour illustrer cette approche, je veux donner 3 exemples. La première caractéristique de cette approche était ces grands projets de réforme. Des projets de réforme avec une importance à la fois pratique et symbolique. On peut les appeler des projets phares. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais OK. De temps en temps, je fais un peu mixture de français et allemand. Je traduis de l'allemand. Alors, un exemple pour
un des projets phares, c'était ces projets d'investissement massif dans les infrastructures régionales, comme les grands projets de barrages au sud des États-Unis et plus tard à l'ouest des États-Unis. Ils ont créé une agence fédérale à Washington qui s'appelait TVA, Tennessee Valley Authority, qui organisait la construction de ces barrages. Et ces barrages ont servi au développement économique, évidemment, et aussi au développement de l'agriculture, ça c'est évident. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui plus, c'est ils ont donné la chance d'établir une offre publique d'électricité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est à ce temps-là, l'électricité a été seulement offerte par des cartels privés. Ce que dit que il y avait beaucoup de régions rurales sans provision d'électricité, tandis que dans les grandes villes, les prix étaient assez hauts. Alors, c'est l'approche typique des cartels privés. Alors, ce qu'ils ont fait, les New Dealers, avec l'instrument de la TVA, ils ont établi une concurrence publique au monopole privé dans la provision de l'électricité. Et sur ce chemin, le gouvernement fédéral a gagné des alliés alliés locaux et régionaux, dans une région qui était très conservatrice. C'était les municipalités qui ont profité de cette provision, de cette offerte publique d'électricité. Ils ont même mobilisé les habitants de ces municipalités pour supporter ce projet, et aussi les paysans qui ont organisé des coopératives. Tout le monde profitait dans ces régions de cet avantage. Et ces projets phares qui sont étaient vraiment devenus des symboles pour le New Deal, seront, à mon avis, aussi importants pour la transition écologique et sociale d'aujourd'hui. Parce que si un Green New Deal s'occupe d'une expansion du courant vert, on dit, et par exemple des réformes du système de transport dans les régions rurales, on aura d'un côté besoin d'un État intervenant d'une manière très puissante, mais à l'autre côté, on a aussi besoin de l'implication des municipalités et d'autres acteurs locaux. Deuxième exemple, un projet phare qui était même plus controversé que ces barrages. C'était la lutte pour l'ancrage des normes du travail et de la protection sociale. Et ce deuxième exemple est aussi un exemple pour la deuxième caractéristique du New Deal, c'était l'interaction entre gouvernement et acteurs mouvements sociaux. Le point de départ pour l'ancrage des normes du travail était de nouveau la création d'une agence gouvernementale, une agence fédérale qui s'appelait NRA. Alors, c'était pas l'abréviation pour National Rifle Association. À ce temps-là, c'était l'abréviation pour National Recovery Administration. Beaucoup mieux, hein? Et la tâche de cette NRA était de promouvoir des conventions collectives, des accords de branche sur les salaires minimums, temps de travail maximum, etc. Et surtout sur le droit d'organisation syndicale et le droit de négocier des accords de branche et les accords d'entreprise.
ce qui était loin d'être évident à ce temps-là aux États-Unis. Et c'était vraiment une tâche très, très dure. Et dès le début, cette approche, on pourrait le dire du point de vue d'aujourd'hui, une approche de coopération, de partenariat social, si vous voulez, était accompagnée par une campagne publique avec de grandes manifs sous le symbole du aiglon bleu, Blue Eagle Campaign, on l'appelait. Une campagne très, très populaire. Et ce qui se passait, c'était que cette NRA vraiment a négocié partiellement seul, partiellement avec le soutien des syndicats, partiellement seulement, et quelques accords de branche sur des standards, des normes minimum. Mais il y avait deux grands problèmes. Le premier grand problème, c'était la résistance des grandes entreprises, comme les usines d'automobiles et tout ça, et acier. Ils n'ont pas accepté ces accords. Et aussi, il y avait une résistance assez forte des élites politiques. Alors, par exemple, la tendance de droite parmi les dirigeants du Parti démocrate ont établi une alliance avec les leaders des grandes entreprises qui s'appelait American Liberty League, une alliance contre le New Deal, contre l'ancrage de ces normes. Et le deuxième grand problème était la faiblesse des syndicats. Mais seulement pas la faiblesse, mais aussi les dirigeants assez conservateurs. Alors, il y avait une tendance très conservatrice parmi les dirigeants des syndicats de l'organisation AFL. Il y avait une tradition du syndicalisme professionnel, GOMPA, Trade Unionism, GOMPAism. Il était très méfiant vis-à-vis le New Deal et les activités du gouvernement. C'était seulement une minorité parmi les syndicats qui a saisi la chance du New Deal. Ils ont accompagné activement ces négociations de branche et ont mobilisé contre le blocage de ces accords par les grandes entreprises. Ils ont organisé une longue série de grèves, très, très dures, partiellement, jusqu'à 38, ces séries de grèves 33 à 38, séries de grèves très, très dures, partiellement, pour au premier rang pour le droit d'organisation syndicale. Et le deuxième soutien c'était des campagnes organizing, comme on dit aujourd'hui, organizing campaigns, avec des slogans vraiment originaux. Le plus slogan original, je trouve, était « The President wants you to join a union ». Ça nous raconte beaucoup sur l'atmosphère politique. Hein? The President wants you to join a union. On l'appelait à l'époque grassroots unionism. Et le grassroots unionism a pavé le chemin pour une naissance d'un mouvement syndical industriel pour la première fois dans l'histoire américaine. Mouvement syndical industriel. On a fondé en 35-36 une nouvelle organisation concurrentielle à la AFL qui s'appelait CIO, Congress of Industrial Organizations. Et ce qui est intéressant si l'on regarde cette naissance d'un nouveau syndicalisme aux États-Unis, c'est le nombre d'adhérents. En 1933, les syndicats avaient 2 millions d'adhérents aux États-Unis, 2 millions.
À la fin de la décennie, c'était 10 millions dans une période de 6 ans. 10 millions, de 2 millions à 10 millions. Le taux d'organisation dans l'industrie était, à la fin de la décennie, un tiers. Un tiers des ouvriers étaient organisés. Alors, c'est vraiment une naissance d'un mouvement syndical énorme. Et ce qui est clair, c'est que ce développement était lié à une polarisation politique extrême, avec deux conséquences majeures. La première conséquence était que déjà en 1934, le Supreme Court, alors je ne sais pas comment dire en français, Supreme Court, la Cour suprême, la Cour suprême, oui, décidé que la NRA était inconstitutionnelle, pour des raisons très bizarres. Que veut dire que déjà après 1 an et demi, le NRA était fini par un échec. C'était fini avec la NRA. Mais ce qui est intéressant, c'était un échec qui a encouragé le gouvernement à un tournant, à une réorientation politique. On a commencé avec une approche de partenariat social, comme on dirait aujourd'hui, et cette approche n'a pas fonctionné à l'époque. Et on s'est tourné vers une approche de régulation et contrainte par la loi. Et le résultat était les lois sur les droits du travail en 1935 et sur la sécurité sociale en 1938. Par ailleurs, le personnage le plus important au sein de l'administration, au sein du gouvernement, le personnage le plus important pour ce tournant politique était la ministre du Travail, Frances Perkins, qui était la première femme ministre dans l'histoire américaine. Elle était vraiment le personnage le plus puissant et comment dit-on, dans cette direction. La deuxième conséquence de cette polarisation politique était un développement que les luttes sociales ont donné lieu à des alliances politiques et sociales très, très larges dans la campagne électorale pour la réélection de Roosevelt en 1936. Ils ont fondé ce qu'on appelait Roosevelt Coalition. Alors, un leader principal dans cette Roosevelt Coalition était évidemment le CIO, le nouveau syndicat industriel, mais il y avait une grande quantité d'organisations d'initiatives locales, des maires des grandes villes, des organisations religieuses, des organisations ethniques, y inclut des initiatives, organisations des Afro-Américains. Alors, une très, très grande coalition, diverse, extrêmement diverse. Et ce qu'ils ont fait, on peut dire, transformé cette diversité de la société américaine dans une puissance par cette coalition pour la réélection de Roosevelt. Et les résultats n'étaient pas mauvais. La victoire électorale en 1936 était plus importante qu'en 1932. Roosevelt a gagné plus que 60% des votes. C'était pas mal. Et pour vous donner une petite impression de la culture politique à ce temps-là, je vais citer quelques phrases d'un discours assez fameux de Roosevelt au cours de cette campagne électorale au Madison Square Garden à New York. Alors, je cite. Les monopoles, alors c'est ma traduction de l'anglais, j'espère que c'est correct.
Les monopoles industriels et financiers, les spéculateurs et les banques impitoyables avaient commencé à considérer le gouvernement des États-Unis comme un simple appendice de leurs propres affaires. Nous savons maintenant que le gouvernement par l'argent organisé est aussi dangereux que le gouvernement par le mob organisé. Alors, j'ai laissé le mot mob parce que ça a un double sens en américain. Le mob, c'est la foule, mais à l'époque, c'était le nom pour la mafia, le mob. Alors, il a joué avec ça, jeu de mots. Hein. Alors, le gouvernement par l'argent organisé est aussi dangereux que le gouvernement par le mob organisé. Jamais dans toute notre histoire, ces forces n'ont été aussi unies contre un candidat qu'aujourd'hui. Elles sont unanimes dans leur haine à mon égard et je me réjouis de leur haine. Incroyable. Et je le trouve intéressant d'un point de vue d'aujourd'hui. C'était pas seulement la propagande. Il y avait un sens dans ce discours. Le succès politique et électoral était basé sur une contre-offensive du gouvernement, au lieu d'une recherche de compromis avec les adversaires. Et à mon avis, ça sera aussi, aujourd'hui, ça sera très important pour mobiliser du soutien de la base. Cette approche de contre-offensive, s'il est nécessaire. Et ça a donné lieu à cette interaction entre gouvernement et acteurs sociaux à l'époque. Et la troisième caractéristique de l'approche politique était ce qu'on appelait experimentalism. C'est très américain, pragmatisme américain, experimentalism. Alors, pour le traduire, l'expérimentalisme. L'expérimentalisme était typique pour tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, mais l'exemple suivant démontre un truc contradictoire. D'une part, comme le précédent, la volonté de tirer des leçons des expériences. Mais d'autre part, l'incohérence en corrigeant des erreurs dans des matières très, très importantes. Alors, on peut prendre l'exemple des finances publiques. Il est évident que les programmes d'emploi et d'infrastructure étaient très, très coûteux, ce qui a augmenté massivement la dette publique. Et ça a causé des conflits publics, mais aussi des conflits assez durs au sein du gouvernement. Comment gérer ça? La dette publique, très actuelle. Ce qui a prévalu beaucoup de temps, c'était le pragmatisme. Et aussi la volonté de tirer des leçons. Et par exemple, dans les années 35, 36, 37, ils ont introduit une série d'augmentations d'impôts assez importantes. Alors, ils ont augmenté les impôts sur les profits des entreprises jusqu'à 27% et sur les héritages jusqu'à 45%. Alors, c'est assez courageux, je pense. Ça a allégé le problème des dettes, pour le moment, mais pas résolu le problème. Parce que il y avait un progrès politique et un progrès sur le marché du travail. On a, par exemple, réduit le chômage de moitié dans une période de seulement 3 ans. Mais la dynamique économique après la Grande Dépression, la dynamique économique était toujours loin d'être stabilisée. Et en même temps, une partie du gouvernement, y inclut Roosevelt, ne pouvait pas se
dire au revoir au mantra du balanced budget. C'était toujours vivant. Et après sa réélection, Roosevelt a décidé qu'il faut retourner à l'austérité en 1937. On a coupé beaucoup de programmes d'emploi et tout ça. Ce qui a déclenché au même moment une nouvelle récession assez grave en 1937, avec beaucoup de conflits et controverses dans le gouvernement. Et ça a duré 1 an, jusqu'à 1938, pour la décision d'un nouveau tournant vers la reprise d'une politique contre-cyclique. Alors, ils ont corrigé cette faute en 1938. Et quand on est retourné aux dépenses anticycliques, il y avait une reprise économique. Alors, il y avait bien sûr des dommages économiques, mais ces allers et retours avaient causé un dommage plus important, même plus important, c'était un dommage politique. Parce que il y avait une cause ça a causé une perte de confiance publique dans le gouvernement. Ces allers et retours en ce qui concerne les dépenses publiques. Et cette perte de confiance dans une partie du public a donné la chance pour la droite au sein des démocrates, du Parti démocrate, en particulier au Sud, de former une coalition politique avec le Parti républicain au Congrès. Alors, ça voulait dire qu'en 1938, il y avait un dernier succès du New Deal, par l'adoption d'une loi sur les normes de travail. Mais c'était le dernier succès du New Deal. Le New Deal en 1938 était pratiquement fini après 5 ans. Parce qu'il y avait au Congrès, il y avait une nouvelle coalition de droite contre le président et contre le New Deal. Cette partie de l'histoire du New Deal, à mon avis, est très intéressante pour nous aujourd'hui aussi, parce que cette dernière étape du New Deal était extrêmement contradictoire, évidemment. Elle démontre à la fois l'importance d'une approche courageuse, en particulier en ce qui concerne les finances publiques, très, très actuelle, mais en même temps, elle démontre l'importance d'une stratégie de réforme plus générale. Je vais citer un des historiens américains que j'ai lu avec grand profit sur cette époque, Leuchtenburg. Il a écrit « Les New Dealers n'ont jamais été en mesure de développer une idéologie adéquate de réforme pour défier les beaux parleurs du monde des affaires. » Alors, pour le traduire dans une langue d'aujourd'hui, peut-être, on pourrait dire ce qui sera, à mon avis, très essentiel pour un Green New Deal. Si ou non des mesures individuelles sont suffisamment efficaces pour gérer ces grands problèmes de climat, on le saura seulement au cours du processus de réforme, parce que c'est un processus d'expérimentation et d'apprendre des expériences. On le saura au cours du processus. Et c'est pour ça, sera très, très important de développement, un leitmotiv peut-être, ou plutôt un horizon plus général de la transformation, de la transition écologique et sociale. Un horizon plus général de cette transition écologique et sociale. Pour résumer,
Les caractéristiques les plus pertinentes de l'approche politique des New Dealers, qui sont également, à mon avis, pertinents pour un Green New Deal, si l'on le prend au sérieux, comme une transition écologique et sociale, c'est premièrement le courage d'innover et d'expérimenter, qui inclut la volonté de tirer des leçons des expériences. Deuxièmement, ces projets de réforme phares, avec une importance à la fois pratique et symbolique, qui crée la confiance au public et qui sont encourageants du changement pour la société. Troisièmement, une administration qui est prête à entrer en conflit avec des élites économiques et politiques. Et c'est pour ça que j'ai donné le titre à mon bouquin, New Deal means being prepared for conflict. C'est pas évident pour beaucoup de gens qui parlent d'un Green New Deal. Being prepared for conflict. Et quatrièmement, cette interaction entre les politiques du gouvernement et des acteurs et des mouvements sociaux. La création d'un renforcement mutuel. Et si nous comprenons un Green New Deal comme une transition à la fois écologique et sociale, il faut se rendre compte que ce processus de réforme doit impliquer large partie de la société. Au cours des années 30, c'était l'initiative du gouvernement qui a poussé ça. Aujourd'hui, c'est évident, c'est l'initiative des acteurs sociaux. Ce sont pas les gouvernements aujourd'hui. C'est vraiment une exception une extrême exception historique que c'était l'initiative d'un gouvernement à l'époque. Aujourd'hui, ça doit être l'initiative des acteurs sociaux, mais il faut réfléchir comment pousser cette interaction entre acteurs sociaux et gouvernement. Et c'est pour ça qu'il faut discuter sur le rôle et l'importance des syndicats. Et il est évident, à mon avis, que l'activisme des syndicats sera crucial. Il s'agit, dans cette transition écologique et sociale, d'empêcher le populisme de droite, de mobiliser des inquiétudes concernant les risques sociaux au cours de ce processus. Et c'est particulièrement difficile parce qu'on ne pourra pas conserver la structure de l'industrie d'aujourd'hui. On ne pourra pas la conserver comme elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça, si les syndicats ne veulent pas être marginalisés au cours d'un processus de transition, ils doivent essayer de devenir les moteurs d'une transition écologique et sociale. En allemand, on dit il faut s'échapper vers le front. S'échapper vers le front. À mon avis, 5 minutes ou 3 minutes? Bon. 3. Alors, d'un point de vue très allemand, je veux dire que, à mon avis, il faut développer des stratégies syndicales pour 3 domaines d'action. Et je veux formuler ça sous forme de questions. Le premier domaine, c'est l'entreprise et la branche. Il faut développer des idées sur des produits alternatifs, offrant des emplois verts. Il inclut une politique industrielle de soutien de ces alternatives. Et le potentiel clé ici, c'est l'expertise professionnelle au sein des entreprises et au sein des industries. Et comment peut-elle être adressée et mobilisée? C'est aussi une question qui se pose pour le syndicat, à mon avis. Deuxième domaine, c'est, pour le dire en franglais, coalition building au niveau régional. Parce que les impacts sociaux de la transformation, de la transition seront très différents selon les secteurs d'activité et les régions.
Alors, il se pose la question comment devenir le moteur de la coopération régionale entre différents acteurs, syndicats, initiatives sociales et initiatives climat, municipalités, tout ça. Et par ailleurs, alors, au moins en Allemagne, la formation de coalition doit commencer au sein des syndicats. C'est vraiment un problème allemand, mais je ne sais pas s'il y a aussi le même problème ici, étant donné l'importance croissante des services sociaux. La coopération entre les syndicats d'industrie et les syndicats de services sera aussi cruciale pour devenir un moteur de la transition. Et le troisième domaine, c'est le positionnement politique au niveau national et d'un certain degré aussi au niveau européen. En allemand, on l'appelle le mandat politique des syndicats. C'est une formule très traditionnelle. C'est évident que le progrès de la transformation, de la transition dépendra des choix politiques fondamentaux, y inclut l'appel à une fiscalité juste plutôt qu'à l'austérité. Et à mon avis, ça sera un des conflits centraux au cours de ce processus de réforme. Tout cela est un défi énorme et c'est pour ça que je pense qu'il faut réfléchir vraiment comment tourner ce défi dans une opportunité pour l'action syndicale, pour s'échapper vers le front. Merci pour votre patience. Merci à toi. Sans tarder, je laisse la parole à Thomas. Oui. Oui, alors merci Stéphane. Ce texte est vraiment tout à fait passionnant. T'es pas historien, mais tu as quand même bien bossé la littérature, on dirait. Alors moi, je suis encore moins historien que toi parce que j'ai pas bossé autant que toi la littérature. Donc pour l'essentiel, je vais te faire confiance sur la façon. Et en plus, ça me semble assez plausible l'histoire que tu racontes. Et je vais donner mes réactions par rapport à cette histoire que tu viens de résumer et qui est extrêmement passionnante, bien sûr. Pour moi, ton texte, il alimente deux débats. Alors, un débat historique et un débat politique. Alors, le débat historique, c'est sur le rôle, ce qui s'est vraiment passé pendant le New Deal. Hein. Alors, moi, je viens d'une culture marxiste, trotskiste même, et Ernest Mandel, mon maître à penser dans les années 70, quand je me suis formé à l'économie notamment, disait que le keynésianisme était un échec. Et en particulier le New Deal. Le New Deal était un échec cuisant. La preuve, c'était que, bon, certes, il y avait eu une baisse du chômage pendant quelques années, mais ensuite, en 38, le chômage était remonté spectaculairement. Et ça n'était que la guerre, en fait. Ça n'était que la guerre qui avait finalement réussi à éradiquer le chômage, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la politique keynésienne classique. Donc, ce que tu montres, quand même, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une vraie efficacité des politiques du New Deal, politique keynésienne de relance par les grands programmes, les investissements publics et le soutien à l'emploi. Et que c'est justement parce qu'en 37, il a renoncé provisoirement à cette politique qu'il y a eu ce rebond du chômage en 37-38. Alors cet épisode-là est particulièrement énigmatique parce que en fait, tu décris bien la coalition, l'élan qui a abouti à la réélection de Roosevelt en 36. Et par contre, on ne comprend pas bien pourquoi tout d'un coup il a laissé tomber cette politique qui lui avait permis quand même. Idéologie. Ouais, oui, voilà, le poids de l'idéologie. Mais là, il y a un truc quand même qui est un peu énigmatique, Oui. alors que ça a été un triomphe politique, était réélu avec plus de 60% des voix, une large coalition, un large soutien à la société. Et tout d'un coup, paf, il scie la branche sur laquelle il est assis et il coupe les dépenses publiques. Et donc là, il y a quand même un point un peu énigmatique. Donc voilà, est-ce qu'on peut se contenter de dire il était tenu par l'idéologie? Parce que pourquoi? Il avait quand même lâché l'idéologie pendant plusieurs années avant. Donc voilà, il y a un peu un mystère là. En tout cas, voilà, ça, pour moi, ça m'a bien éclairé sur quand même la puissance et la dynamique de cette politique.
Ensuite, avec effectivement, c'est pas simplement une relance par la consommation ou l'investissement, c'est aussi une réforme de la fiscalité très profonde, qui a évidemment été ensuite accentuée dans les années de guerre, mais qui était déjà très largement lancée. Le deuxième débat historique, c'est aussi un débat sur finalement la dynamique du New Deal, toujours dans la tradition marxiste. On considère que Roosevelt, certes, il a fait des bonnes choses, mais c'est parce qu'il avait été poussé par les grèves. En fait, c'est les grèves qui l'ont obligé, le mouvement social, la pression sociale qui l'a obligé à faire des réformes audacieuses, et qu'en fait, il était arrivé comme je cite un article de Max Weber, qui est un des intellectuels radicaux, marxistes de gauche aux États-Unis, qui a écrit plusieurs, notamment un bouquin très intéressant qui s'appelle Climate Change as War, as Class War, le changement climatique comme une guerre de classe. Et il dit Roosevelt est arrivé au pouvoir en tant qu'allié fidèle de la classe capitaliste, et c'est quand les dirigeants socialistes et les militants syndicaux du CIO sont parvenus à créer une situation de crise par une vague de grève à l'échelle nationale qu'il est devenu en fait un président progressiste et qui est devenu la cible et de la haine du capital, comme tu le rappelais tout à l'heure. Et en fait, ce que tu montres, c'est plus compliqué que ça. C'est que c'est pas les dirigeants syndicaux qui ont déclenché des vagues de grève pour pousser Roosevelt, c'est les lois, notamment le NRA passé par Roosevelt, qui a donné de nouveaux droits aux salariés, notamment en matière d'organisation, de possibilité d'organisation, de s'organiser syndicalement. Les patrons, notamment des grandes entreprises, qui ont refusé refuser cette organisation des salariés, ce qui a permis effectivement à ce moment-là aux militants, alors plutôt des militants d'extrême gauche, ça c'est vrai, communistes, trotskistes, qui dirigeaient ces syndicats combatifs, effectivement de lancer des grèves, mais qui ont eu un énorme succès parce qu'il y avait ces nouveaux droits qui avaient été ouverts aux travailleurs par le gouvernement, et les travailleurs voyaient la résistance de leurs patrons, et donc voyaient bien ils avaient une opportunité là, ils avaient le soutien de l'État finalement pour contraindre les patrons à accepter l'organisation du syndicat. Donc c'est vraiment ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans la façon dont tu décris les choses, mais moi j'avais pas compris ça en fait dans ma culture historique limitée. Enfin, ce que j'avais appris sur le New Deal, c'était je le répète, c'était que les mouvements sociaux avaient contraint le président à avancer vers des lois sociales très progressistes. C'est quand même plus compliqué. Ça voit comme une initiative de nouveaux droits concédés aux salariés, résistance du patronat, et suscite en retour une contre-offensive, comme tu le dis, une contre-offensive du mouvement syndical qui effectivement pousse le gouvernement à aller. Et malgré donc l'échec de la NRA, comme tu dis, aller encore plus loin dans les réformes sociales. Donc ça, c'est, je pense, du point de vue historique, c'est effectivement un éclairage pour moi qui m'a séduit, qui m'a intéressé. Et évidemment, ça pose aussi ça répond aussi à des questions politiques, et des questions politiques du coup qui sont des questions actuelles. Toujours pour reprendre le texte de Matt Huber sur le Green New Deal, donc il a fait un texte qui est paru dans la revue Contretemps, une traduction, originalement un article de Jacobin, mais qui a été traduit dans la revue Contretemps en français. Et il dit en fait une grande partie, il critique le Green New Deal aujourd'hui. Il dit le Green New Deal, ça n'a pas marché parce que c'était basé sur une sorte de pensée magique. En insistant sur l'urgence scientifique, les tenants du Green New Deal donc pensaient que la transformation sociale à grande échelle pouvait passer avant l'organisation de la classe travailleuse. En fait, il faut d'abord construire de puissantes organisations de la classe travailleuse avant de pouvoir espérer lutter pour le pouvoir de l'État. Donc, c'est cette vision séquentielle aujourd'hui, donc qui domine dans la gauche radicale américaine. Donc, d'abord construire des organisations puissantes, syndicats, mouvements pour le climat, et ensuite on pourra espérer conquérir le pouvoir. En réalité, ce que nous raconte l'histoire du New Deal, c'est que c'est pas forcément comme ça que ça peut se passer. On peut avoir, alors, évidemment, Joe Biden n'a pas
du tout adopté la même attitude que Roosevelt, c'est-à-dire qu'il est sur une politique peut-être un peu plus audacieuse que Obama, mais enfin, est quand même sur une politique de conciliation a priori, c'est-à-dire on va chercher d'abord à faire des compromis et on va pas aller plus loin que ce qui est permis par le rapport de force politique actuel et les résistances au Congrès de la droite démocrate et des républicains. Mais en tout cas, par rapport à cette vision selon laquelle il faut d'abord construire un mouvement puissant avant d'envisager l'utilité de la conquête du pouvoir d'État, on voit bien que c'est peut-être un peu simpliste et qu'il y a peut-être aussi un moyen d'envisager la conquête du pouvoir d'État comme un instrument, une étape dans la construction d'un mouvement social puissant, à condition évidemment que cette conquête du pouvoir d'État se débouche immédiatement sur des mesures audacieuses, des mesures de rupture qui vont qui vont permettre de mobiliser, qui vont susciter des résistances de la part des intérêts concernés, notamment la coalition, disons, des industries pétrolières, des industries fossiles et de Wall Street. Donc des mesures de rupture par rapport aux intérêts de cette coalition, qui ensuite susciterait une résistance à cette coalition et le développement d'un mouvement contre-offensif. Donc on peut imaginer une séquence comme ça qui est assez différente. Enfin, il faut pas choisir entre l'une et l'autre. Les choses se posent pas comme ça. En tout cas, on peut pas être aussi péremptoire que Matt Huber en disant il cite aussi Jane McAlevey, que c'est une penseuse des mouvements sociaux américains et qui, avec cette vision un peu séquentialiste, qui me semble remise en question par ton interprétation du New Deal, qui me semble assez convaincante. Et puis évidemment, le deuxième débat politique auquel ton texte apporte de l'eau au moulin, disons, c'est cette idée: est-ce qu'il faut une stratégie de conciliation a priori qui tient compte et qui entérine les rapports de force actuels, ou est-ce qu'il faut une stratégie de conflictualité qui vise à déplacer les rapports de force, une stratégie dynamique qui vise à déplacer les rapports de force en suscitant des résistances et en suscitant une contre-offensive à ces résistances. Et ça c'est vraiment, je pense, un des points clés de ton texte, c'est pour ça que tu as choisi le titre, Being Prepared for Conflict. C'est vraiment, je pense, c'est pour ça que ton texte est important, parce que il montre, à mon avis, de façon convaincante, en s'appuyant sur un exemple historique bien documenté, comment la stratégie de conciliation a priori ne peut déboucher que sur l'échec, en fait, puisqu'on entérine les rapports de force actuels, on ne donne pas les moyens de créer une dynamique dans la société pour dépasser la situation des rapports de force actuels. Donc, alors après, en conclusion, le problème, c'est quelles sont les grandes réformes qui pourraient jouer le rôle que a joué le NRA ou d'autres, enfin, ou les réformes fiscales, alors évidemment, il y a la question de la fiscalité, mais la question de la fiscalité, je dirais, c'est une question macroéconomique. Alors évidemment, ça concerne la vie des gens, mais peut-être ça concerne pas la vie quotidienne. Enfin, le droit d'organisation syndicale, c'est quelque chose qui visiblement parlait le droit de pouvoir négocier, de pouvoir discuter avec son patron, de pas subir les décisions unilatérales du patron. C'est quelque chose qui a mobilisé visiblement les travailleurs américains dans les années 30. Voilà, quelles sont les questions, les réformes, les avancées législatives, les nouveaux droits qu'on pourrait définir et qui pourraient, une fois acquis par une loi, par exemple par une majorité politique nouvelle, susciter une résistance et une contre-mobilisation. Voilà, c'est un petit peu. Alors, dans le cas du mouvement syndical, parce qu'on voit bien, il y a des mesures, disons, directement de politique environnementale mais qui sont pas forcément non plus ce qui va toucher immédiatement les syndicats. Donc, moi, j'ai tendance à penser que la question du contrôle sur les conditions de travail et sur l'organisation du travail est aujourd'hui une des questions, la possibilité pour les travailleurs d'avoir des outils pour des contrepoids au management dans les décisions unilatérales, aussi bien les décisions de transformation organisationnelle, transformation technologique, qui déferlent tous les jours dans les entreprises et qui font perdre le sens du travail, rendent les gens malades, etc. Donc je crois, me semble-t-il, il y a quelque chose à réfléchir du côté de
de nouveaux droits de contrôle des travailleurs. On disait contrôle ouvrier autrefois sur l'organisation et les conditions de travail. Peut-être c'est un des éléments de réforme qui certainement susciterait des résistances patronales, mais qui, dans la mesure où ça pourrait transformer véritablement la vie quotidienne des gens si c'était mis en œuvre, ça pourrait aussi susciter peut-être une contre-offensive dans un cadre de conflictualité de ce type. Voilà, c'est ce que je voulais apporter. Enfin, en tout cas, merci beaucoup de ton texte et je trouve que ce serait bien qu'il soit publié en français. Il faudrait essayer de réfléchir à des contacts avec des maisons d'édition. Merci Thomas. Je donne la parole à Béatrice. Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est une page d'histoire qui est très intéressante en écho avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Alors, c'est vrai que spontanément, forcément, en tant que syndicaliste française, j'ai cherché à faire un peu le lien entre la situation des États-Unis et la situation de la France. Vous mettez en avant, par exemple, le fait qu'il y avait un facteur crucial qui est la dynamique démocratique inégalée. Et c'est vrai que nous, le contexte actuel en France est quand même plutôt sur un gouvernement qui est délégitimé, ce qui va un peu à l'encontre du président progressiste que Roosevelt a pu devenir, renforcé par effectivement le poids des mouvements sociaux. On a un gouvernement qui effectivement est plutôt en rupture de dialogue avec les organisations syndicales et non pas en soutien. On n'a donc pas forcément le sentiment d'avoir un soutien de l'État, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc c'est vrai qu'on a plutôt quand même vu une fonte du droit syndical depuis plusieurs années. Enfin, on se rend compte que on n'a pas forcément ce sentiment d'être porté et un climat social qui est quand même relativement explosif. On le voit là actuellement avec la problématique de réforme des retraites qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui n'empêche créer d'énormes tensions et met en cause, c'est ce qui cause d'ailleurs la délégitimité actuelle du gouvernement. Mais on l'a vu aussi avant, et là beaucoup plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui, avec la percée des gilets jaunes. Qui était réellement de la défiance et un refus de ce que pouvait proposer le gouvernement à ce moment-là. Et donc c'est vrai qu'on voit quand même qu'on a un contexte qui est particulièrement qui est très différent de ce que vous nous avez présenté au début du New Deal. Alors après, sur les éléments que vous mettez en avant comme étant des éléments importants, c'est vrai que ce qui va toucher à l'innovation, services publics, politique publique, c'est des choses qui évidemment nous touchent, nous parlent. Avec peut-être un petit bémol, c'est quand on met en avant l'administration décentralisée. Et d'ailleurs, vous le dites, qu'il y a eu du coup des travers de différences de traitement entre le Nord et le Sud, par exemple. C'est vrai que pour nous, on est quand même très vigilant sur les administrations décentralisées parce qu'on ne veut pas prendre le risque d'une rupture d'égalité qui pour nous est un fondement de la République. Et quand on commence à décentraliser, à laisser le choix de mettre en place des politiques publiques différenciées, on crée ce risque du coup d'avoir des citoyens de deuxième zone selon les lieux. Donc après, vous mettez en avant effectivement l'importance de la pression sociale. Donc je pense que sur le sujet qui nous concerne sur la transition climatique, je pense que il y a deux choses. Il y a la prise de conscience qui est la première étape qui va être nécessaire. Donc il faut que la pression sociale ne peut exister que si tout le monde a conscience des enjeux. Donc ce qu'on sent bien comme étant de plus en plus vrai, on se rend bien compte que tout le monde commence à vraiment à plus ou moins, de façon plus ou moins forte, mais prendre bien conscience de la réalité du problème, de l'urgence d'y répondre. Et donc ça semble être en passe d'être gagné. Mais ça nécessite aussi, vous l'avez dit, l'acceptation de la société. Et ça, c'était déjà le cas avec le New Deal. Et pour réussir ça, il faut, de notre point de vue, non pas être systématiquement sur du contraignant, sur de la sanction financière, comme on a pu voir par exemple avec la taxe au carburant, mais bien être plutôt sur des projets inspirants et positifs. J'ai trouvé ça très très chouette.
qui font que la société va accepter les choses. Et donc, pour ça, nous, au niveau de Force ouvrière, on a deux axes de vigilance parce qu'effectivement, cette transition écologique doit être socialement juste. Et donc, pour nous, il y a deux points vraiment très importants. Il y a ce qui va toucher à l'emploi et au travail, bien entendu, et ce qui va toucher au pouvoir d'achat. Donc, sur l'emploi et le travail, vous mettez en avant la nécessité d'avoir des emplois bien rémunérés qui permettent d'encourager le changement. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu autour de ça parce qu'on sait très bien que demain, on a un vrai problème sur le marché de l'emploi. Ça a été dit, l'industrie de demain ne pourra pas être l'industrie d'aujourd'hui. Pour autant, il va bien falloir quand même que les gens aient des perspectives, puissent se projeter à se dire demain, ma vie ne sera pas un enfer. Et ça passe par du coup de l'anticipation, l'accompagnement dans la formation, dans la reconversion. Et du coup, il y a vraiment un gros enjeu pour nous au niveau des organisations syndicales à s'emparer de ce sujet en étant en lien avec ceux qui peuvent nous éclairer sur comment les choses vont pouvoir évoluer. Et sur l'autre aspect, alors après, il y a l'aspect travail qui évidemment va toucher tout ce qui est organisation du travail, conditions de travail, etc. Mais ça, j'y reviendrai peut-être un petit peu après. Et ce qui va toucher au pouvoir d'achat, alors le pouvoir d'achat, pas tellement pour rester dans une société de consommation, voire de surconsommation, mais au moins qui permettent à chacun de se projeter dans un demain, je pourrais continuer à bien vivre. Et bien vivre, c'est un bien vivre qui est potentiellement à réinventer, mais en tout cas qui doit donner envie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens, entre l'inflation des produits alimentaires, entre l'inflation au niveau du coût de l'énergie, du carburant, enfin, tout ça fait la nécessité de rénover son logement pour que ce soit plus sobre d'un point de vue thermique, etc. Tout ça fait qu'à un moment donné, c'est des coûts supplémentaires et les gens ne réussissent pas à se projeter dans un demain qui soit enviable. En fait. Et c'est du coup pour nous vraiment important de pouvoir être là-dessus. Donc sur les projets qui pour nous sont prioritaires, demain, vous mettez en avant sur les projets d'infrastructure. De toute façon, si demain on veut, alors nous on a par exemple on s'attaque beaucoup actuellement au sujet des ZFE qui donc les zones à faible émission qui posent de vrais problèmes parce que aujourd'hui, hier en tout cas, les ouvriers ont été chassés des métropoles parce que le coût de l'immobilier était tellement cher que du coup ils ont dû partir plus loin. La politique de transport a été telle que les possibilités de transport collectif ont fondu. Et aujourd'hui, on leur explique gentiment que ils vont plus avoir le droit de rentrer avec leur vieille voiture pour aller travailler en ville, mais sans leur proposer du tout d'alternative. Et donc, on a un vrai enjeu aussi là-dessus, sur le côté, mais comment on fait? Et ça, en plus, je pense qu'on a une problématique commune avec le patronat, même s'ils n'ont pas bien perçu, ils n'ont pas accepté dans la négociation. Mais il y a une problématique commune, c'est que nous, en tant qu'organisation syndicale, on se questionne sur comment faire pour que demain, ces travailleurs continuent à avoir un emploi, parce qu'effectivement, même s'ils n'ont pas les moyens de remplacer leur voiture, donc comment on fait? Et les entreprises ont un enjeu très important aussi, c'est que si demain, leurs salariés leurs ouvriers actuels ne peuvent plus venir travailler, ils ont une perte de compétences, un besoin de recrutement, de formation et donc un coût aussi important. Donc je pense qu'il y a un enjeu commun qui devrait faire que normalement on devrait pouvoir travailler ensemble, mais ça n'a pas été pour l'instant le cas. On va essayer de voir si on peut jouer avec le gouvernement pour le coup. On verra ce qui va pouvoir se faire. Après, il y a un autre enjeu qui est très important, c'est tout ce qui va être recherche et développement, parce qu'effectivement, vous dites qu'il ne faut rien exclure, il faut des solutions innovantes, mais ça passe par la recherche et le développement. Que malheureusement, depuis plusieurs années, on se donne plus le droit de prendre des risques, d'échouer aussi. Quand on fait de la recherche et du développement, parfois on part sur une mauvaise piste, on se trompe et ce n'est pas grave, ça permet de trouver la bonne demain, mais ça a un coût. Évidemment, donc il faut aussi revoir cet état d'esprit de dire c'est pas toujours gagnant et peut-être réussir à trouver des solutions. Et évidemment, il va y avoir tout le sujet de l'industrie de demain, tout ce qui va toucher à l'énergie, puisque malgré tout, il faudra bien qu'on continue à avoir de l'énergie, et toute la filière aussi recyclage qui va aussi pouvoir être un facteur d'emploi.
qui semble aller dans le bon sens dans la conciliation transition sociale et transition écologique. Donc tout ça pour nous au niveau de Force ouvrière, on est convaincu que ça passe par la négociation effectivement, donc avant tout, et donc ça nous amène sur le rôle des organisations syndicales. Même si je l'ai dit, on a effectivement un gouvernement qui ne nous aide pas, avec un droit syndical qui a fondu, et puis un patronat qui finalement prône beaucoup le dialogue professionnel au profit du dialogue social, parce que le dialogue professionnel, c'est du dialogue direct avec le salarié, et donc finalement, ça permet de squeezer les organisations syndicales, et on pense qu'il y a quand même aussi un enjeu pour nous à préserver ça, à préserver le dialogue social tel qu'on le connaît, parce que le rapport de force qui est une institution en France, fonctionnement français, mais on est quand même plutôt dans un rapport de force qui fait le poids de la négociation, est basé sur le collectif et pas sur l'individu. Quand on est seul face à son entreprise, forcément, c'est plus compliqué. Donc, nous, au niveau de Force ouvrière, peut-être juste quelques mots sur comment on s'est approprié le sujet, enfin, on cherche à s'approprier ce sujet de la transition écologique, parce que spontanément, alors, je ne vais peut-être pas le dire comme ça, mais spontanément, syndicalement, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas évident que l'écologie était un sujet syndical. Donc, ça demande déjà des évolutions de logique, parce que évidemment, on voit très vite tout ce que je viens d'expliquer, les impacts sur l'emploi, le travail, etc. Et donc, pour réussir à construire nos positionnements, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit construire, donc c'est un challenge qui est sympa, mais un sacré défi aussi. On a mis en place un groupe de travail sur le climat et l'environnement depuis 2019, où on a la quasi-totalité de nos fédérations de services industrie et des unions départementales qui sont particulièrement investies sur le sujet. Donc, on profite de ce groupe de travail pour avoir des débats avec des experts. On a eu Jean Jouzel, on a eu Jean-Marc Jancovici. Voilà, on a eu des échanges comme ça, c'est avec la Convention citoyenne climat à l'époque. Et l'objectif, c'est d'identifier les questionnements et de construire les revendications. Ce qu'on a pu déjà faire sur tout ce qui va toucher à l'énergie, au nucléaire, la loi climat et résilience, le plan de sobriété ou autre sujet. Donc c'est vrai que pour nous, ce qui est important, ça va être donc cette fameuse construction de la transition écologique socialement juste, même si pour nous, de notre point de vue, ça ne peut pas être aujourd'hui un pacte avec le gouvernement quel qu'il soit sur la transition verte ou sur d'autres sujets, puisque c'est totalement à l'encontre de notre fondement au niveau du syndicat Force ouvrière, qui est la liberté et l'indépendance au niveau des politiques. Mais par contre, ça passe par le dialogue social et par la négociation. Et donc là, on a un vrai enjeu. Et c'est vrai que d'autant plus que contrairement au New Deal, il n'y a pas tellement de contraintes par la loi actuellement sur justement cet aspect social de la transition écologique. On voit bien que, et c'est ce qui a lancé d'ailleurs la négociation à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure sur la transition écologique et le dialogue social, c'est ce qui a fait qu'on l'a mis dans l'agenda social, c'est qu'il y a aujourd'hui tout un tas de normes environnementales qui existent, qui sont contraignantes du point de vue patronal pour les entreprises, et c'est sûrement une réalité, mais là, c'est pour le coup, c'est pas moi qui vais porter ce sujet-là. Mais par contre, on n'a pas, ce qui manque de notre point de vue d'organisation syndicale, c'est qu'il n'y a pas de législation sur la mise en œuvre sociale de toutes ces normes environnementales. Donc, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que les entreprises se trouvent en situation de mettre en place tout un tas de normes environnementales sans avoir aucune contrainte de faire attention à l'aspect social. Et donc, on a, nous, effectivement, toute une place à prendre et à défendre sur cet aspect-là. Et donc, l'accord sur la transition écologique et le dialogue social, justement, c'est une espèce de boîte à outils. Alors, au départ, ça devait d'ailleurs n'être que ça, une boîte à outils qui reprenait tous les repères juridiques et quelques petites bonnes idées possiblement
utilisable par qui le voudra. Et c'est vrai que nous, on a porté cette négociation vraiment sur cet enjeu-là de cette fameuse mise en œuvre sociale. Donc, on pense qu'il y a un besoin de négocier et dans les branches et dans les entreprises sur un certain nombre d'aspects. Par exemple, la loi climat et résilience a élargi les prérogatives des CSE à la donnée environnementale, a élargi la BDES à la dimension environnement aussi, mais sans aucun moyen supplémentaire, sans aucune inscription de formation des élus, etc. Donc, on a une espèce de nouvelle mission, mais sans savoir vraiment quoi en faire. Et il y a aussi tout un enjeu sur les entreprises devant mettre en œuvre plein de normes différentes. Forcément, ça a des coûts et donc ça se hiérarchise. Et si on ne passe pas par la négociation, c'est les entreprises seules qui vont décider soit, et très probablement plutôt dans des visions économiques, de comment ils vont hiérarchiser les projets. Donc, si je prends un exemple, c'est est-ce que je dois commencer par faire l'isolation thermique de mon usine ou est-ce que je dois commencer par modifier mes chaînes de production pour qu'elles consomment moins. Et donc, cet aspect-là, pour nous, doit aussi passer par la négociation pour justement discuter et prioriser les choses, non pas par le seul spectre de l'économie, mais bien aussi de l'aspect social et environnemental. Voilà, donc on a du coup des challenges. On a aussi tout l'aspect GPEC si on parle moderne, qui effectivement est un enjeu aussi parce que demain il faut trouver comment chacun pourra se projeter. Et qu'il y a des données intéressantes, mais qui sont encore à travailler. Il y a des petits laboratoires. Je vais prendre l'exemple dans les centrales à charbon, ça a été plutôt bien fait sur le papier, où il y a une volonté d'anticiper les choses. Donc il y a eu vraiment, et là pour le coup c'était avec le gouvernement de l'époque, mais il y a eu une projection à dire, on sait que nos centrales à charbon seront fermées à telle échéance. Bon, finalement, c'est pas vrai puisqu'on les utilise encore, mais donc comment on fait, comment on prévoit la reconversion des personnes, comment on les accompagne, comment on leur assure leur niveau de vie pendant le temps de leur reconversion, etc. Bon, ça, sur le papier, c'était joli, ça demande encore à être travaillé parce que c'est peut-être moins bien dans la vraie vie. Mais en tout cas, c'est des pistes intéressantes et importantes parce que il faut se questionner quand une activité ferme, et on en aura beaucoup dans l'industrie notamment, à comment on fait pour réussir à amener quand même de l'activité aussi demain sur le bassin d'emploi, parce qu'on peut pas, en plus de demander aux gens de se reconvertir d'un point de vue professionnel, si en plus on leur demande de changer de région, autant aux États-Unis, ça a l'air d'être potentiellement assez naturel. Ils bougent beaucoup. Autant en France, on est quand même un peu casanier et quand on a notre sphère sociale, ça fait partie de l'équilibre de vie et on n'est pas prêt à partir. Alors, j'ai peut-être aussi moi un petit spectre orange qui fait que je suis peut-être plus sensible, mais voilà, on voit que quand on délocalise des gens, c'est quand même plus compliqué. Donc c'est vrai que en conclusion, on voit que ce soit le New Deal ou le Conseil national de la résistance, pour revenir en France, c'est des choses qui ont permis en fait d'avoir des lendemains facteurs de progrès social et pour une vie meilleure. Et en fait, je pense qu'on a vraiment un défi pour que demain on réussisse aussi ce virage de la transition climatique pour que ce soit des lendemains meilleurs quand même encore. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Stéphane, on te relaisse la parole pour répondre à quelques questions avant de laisser la parole à Raphaël. Oui. C'est court parce que en réalité, c'est pas la question. Oui. Pour commencer avec Thomas, il est vrai que il y avait beaucoup de critiques du dit Keynesianisme après les années 60 et 70 et tout ça. Et aussi parmi les historiens américains, il y a une différence entre les générations. Alors moi, j'ai utilisé au premier rang les historiens plus vieux qui ont vécu dans cette période. Et ils ont raconté des histoires très différenciées, à mon avis. Plus tard,
après 68, il y avait une génération très critique, à mon avis un peu sectaire, parce qu'ils n'ont pas se rendu compte de la situation politique dans les années 30. C'est un peu... mais c'est normal, hein? C'est normal. Et plus tard, aujourd'hui, à mon avis, c'est plus différencié. Alors, c'est plus équilibré si l'on regarde ce qu'ils disent aux États-Unis sur le New Deal. Ce que je veux dire sur Keynes est, en 1937, il a écrit une lettre personnelle à Roosevelt qui est assez longue et publiée dans dans les œuvres de Keynes, qui est très, très intéressante, parce qu'on peut apprendre la vue de Keynes sur le New Deal. Alors il était très, très poli, hein, d'une manière très anglaise, très polie, mais on a vu, si l'on lit cette lettre, on voit que il a eu une vision plus générale, plus à long terme. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette citation de cet historien vieux. Il critique qu'il y a eu vraiment une manque d'une vision, d'un horizon plus long terme parmi les New Deal. Alors, il y avait de grands débats au sein des New Deal, mais une partie avait une vision plus long terme, mais le mainstream parmi les New Deal a été plus à court terme. Et c'est pour ça, il est vrai, le problème du chômage a été résolu pendant la guerre. Et parce que pendant la guerre, toutes les idéologies, les mantras, on a les jetés, comment dit-on, Par la pénètre. Oui. On a fallu faire ça. Y inclut les dettes, y inclut les impôts. Les impôts énormes. Le taux maximum a été élevé à 90%. 90% impôts sur les grands revenus, les revenus élevés. Alors, c'est énorme. Et c'était la guerre. Alors, c'est vrai, mais ce qui est important pour nous, à mon avis, aujourd'hui, c'est il faut avoir cet horizon plus long terme et apprendre des leçons au cours des processus pour qu'on puisse développer des revendications, des appels plus profonds, plus radicaux peut-être, mais il faut commencer sous des conditions capitalistes. Et à ce temps-là, Roosevelt a été... il y avait des gens qui disaient Roosevelt était un traiteur de sa classe. Traître. Un traître de sa classe. Et je pense que c'est vrai. Il était un traître de sa classe. Et c'est pour ça qu'il y avait cette haine de sa classe contre lui. Mais ce qui est important pour nous, et ça, c'est un peu le problème, le gouvernement français actuel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les leçons du New Deal avec un tel gouvernement? Non, c'est ça à mon avis, ce qui est important, que il faut pousser un gouvernement, mais il faut se rendre compte de l'importance du gouvernement. Et si le gouvernement s'il est possible de pousser le gouvernement sur une route un peu plus décidée,
Audacieuse. Oui, audacieuse, oui. Alors, il faut essayer de commencer, de pousser un processus d'interaction entre gouvernement et mouvements sociaux, parce que la gauche, traditionnellement la gauche, pas seulement ici, la gauche américaine dans tous les cas, et aussi la gauche allemande, la gauche pense que c'est seulement nous. Alors, il sous-estime l'importance d'un gouvernement. Et s'il est possible de pousser un gouvernement bourgeois sur des positions qui sont un peu plus radicales, un peu plus, c'est un succès déjà. Mais c'est une possibilité de continuer et de pousser plus loin. Alors, il faut le comprendre. Ce qu'il faut pousser, commencer, à lancer, c'est un processus de comment j'ai dit, gegenseitige Verstärkung, de renforcement mutuel. Renforcement mutuel. Renforcement mutuel. Alors, il faut comprendre que le gouvernement est extrêmement important pour ce processus de transition. Mais il faut pas laisser les décisions au gouvernement. Et c'est pour ça, je pense, le New Deal est un exemple historique très intéressant parce que tous les gouvernements, presque tous les gouvernements européens aujourd'hui, aussi le gouvernement de Biden aux États-Unis, tout le monde parle du New Deal, Green New Deal. Alors, ils l'utilisent comme un slogan. Mais un gouvernement allemand ou français qui dit, alors, ce qu'il faut faire, c'est un Green New Deal. Il faut leur demander, savez-vous que le gouvernement, aux États-Unis, le gouvernement du New Deal, qu'est-ce qu'il a fait contre les monopoles privés? Qu'est-ce qu'ils font pour renforcer la puissance de l'État contre les monopoles privés? Savez-vous cela? Alors, si l'on prend le slogan New Deal sérieusement, il faut se développer d'une manière plus radicale qu'aujourd'hui. Alors, prendre sérieux ce qu'on dit. Alors, c'est pour ça, je pense, c'est pas mauvais de prendre le terme ou le slogan New Deal comme point de départ et ensuite demander qu'est-ce que ça veut dire en réalité comme politique du gouvernement. Alors, et oui, alors je pense, je veux donner un tout petit exemple parce que la situation chez nous en Allemagne est très très compliquée. Partiellement, c'est terrible ce gouvernement. Au premier rang à cause des libéraux, c'est le bordel, c'est terrible. Mais il y a aussi toujours des compromis et tout ça. Et ces compromis sont mieux qu'en France, je pense. Que c'est sur la situation française. Je vais vous donner un petit exemple. Le syndicat IG Metall a poussé, il y a 2 ans, 3 ans, poussé pour un fonds de soutien du changement de l'industrie automobile. Et c'était le gouvernement précédent, la dite grande coalition. Ils ont établi un fonds automobile. Je ne sais pas, 1 milliard, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'ils font avec ce fonds automobile? Le fonds automobile doit être utilisé pour financer des projets régionaux de coopération au plan régional. Par exemple, dans la région de la Sarre, qui est extrêmement Concerné. Oui, concerné. En français actif, extrêmement concerné par l'acier et l'automobile, les deux. Ils ont, IG Metall et autres acteurs ont formé une coalition régionale pour la transition industrielle de la Sarre. Alors, ils battent, ils développent des stratégies, des concepts
des concepts de changement régional. Alors, personne ne sait ce que va le résultat de ces débats, de cette coopération, mais ce qui est important, on utilise un fonds fédéral pour établir une coopération régionale qui a le but de développer des concepts de transformation, de transition, de réforme, qui inclut les tâches sociaux. Alors, doit être inclus. Mais avant ça, et combiné avec ces processus, les syndicats, dans ce cas-là, le IG Metall, ils doivent développer leur propre concept, leur propre stratégie, leurs propres idées sur l'avenir de la région. Et c'est un défi énorme pour eux. Et alors, ils commencent à faire ça avec des réseaux de coopération entre les comités d'entreprise. Et alors, ça, c'est le point de départ pour eux. Et c'est pour ça que j'ai dit, où sont les compétences professionnelles pour ce débat? Les compétences professionnelles sont au sein des entreprises et au sein des industries. Et il ne faut pas laisser les employeurs utiliser seulement ces compétences. C'est aussi une tâche pour les syndicats de mobiliser ces compétences pour développer leur propre stratégie, leur propre concept. Alors, c'est ce que je voulais dire sur cette interaction entre acteurs sociaux et gouvernement qui est vraiment un truc crucial aussi ici en France, comme tu l'as dit. Hein. Ensuite, on peut se tutoyer, hein. Syndicaliste, donc, jamais vous voyez. OK, merci.